Better, faster, stronger. Je tiens à préciser que après avoir posé la question aux équipes de One to One, ils n'étaient pas au courant pour Daft Punk quand ils ont choisi ces 3 mots. C'est quand même très très fort, vous reconnaîtrez. Je suis en compagnie d'Alexis Dugard, bonjour, et de Guillaume Trolux. Bonjour Charlotte. On va parler maintenant de l'émergence des partenariats B2B. Alors on peut déjà peut-être commencer par poser la question à ceux qui sont avec nous ce matin. Qui parmi vous a déjà un partenariat B2B en cours ? Répondez-nous pour le petit sondage du jour et on partagera les résultats tout à l'heure. On se doute bien que dans le contexte, justement, il convient de s'associer pour exister, pour perdurer. Cela dit, le contexte n'était pas exactement celui-là quand vous avez monté Business First. On va en reparler. Vous êtes des habitués tous les deux des one-to-one, parce que vous étiez là, je crois, en 2013 et 2015. C'est au cours de vos échanges, dans ce cadre-là, qu'est née cette idée ? Alors on n'était pas encore connectés l'un et l'autre à ce moment-là, on était dans deux sociétés différentes. L'idée de Business First est un petit peu plus tard, lorsqu'on a rejoint une même société qui est ABTST. Et effectivement, en tout cas, il y a une certitude, c'est que Monaco nous a inspiré aussi ce format, puisqu'il y a une valeur qui est commune, qui est le networking. Et donc, voilà un format qui est évidemment incontournable et qui nous a amené aussi, pendant ce format-là, à pouvoir échanger avec un maximum de partenaires. Et voilà, c'est ce cocktail qui Vous a permis confirmez, cette Guillaume, émergence. c'est la même lecture de l'histoire ? Absolument, mais le fait d'avoir justement rencontré tous les acteurs complémentaires à BTST sur ces salons, sur tous les one-to-one Monaco, nous ont permis de comprendre qu'il y avait quelque chose à faire, Ouais. qu'il y avait du coup un format à créer, ce qui a été du coup la genèse de Business First. Ok. Donc l'idée de base, peut-être pour reprendre par le début, qu'est-ce que c'est concrètement, Alexis ? Business First, c'est un réseau d'affaires, donc ce qu'on peut plus communément appeler un club, qui rassemble les principaux éditeurs SaaS du MarTech, donc du marketing digital. Et donc on va réunir sur différents formats événementiels et dans des plateformes les commerciaux de ces sociétés-là, afin qu'ils puissent partager un maximum d'informations sur le marché et qu'ils puissent s'entraider tout simplement en vue de mutualiser leurs efforts de croissance et puis de rendre service aussi à un marché qui a des besoins et qui n'a pas toujours de réponse facile pour traiter ces problématiques. D'accord. Et du coup, concrètement, ce marché SaaS du MarTech, j'imagine que vous l'avez un peu précisément, vous avez précisé les contours, vous en avez une vision que vous pouvez partager assez simplement en termes de valeur et de volume ? Oui, absolument. C'est vrai que c'est une belle manière d'introduire en fait le sujet de l'émergence des partenariats dans l'écosystème technologique. Ouais. Il y a un constat qui l'explique assez bien, que tout le monde peut partager, c'est que les solutions technologiques ont proliféré ces dernières années. Ça s'observe en valeur, le marché est en perpétuelle croissance. Et le Covid d'ailleurs n'a rien changé et a au contraire accéléré cette croissance en termes de valeur générée par les solutions, notamment SaaS, qui est une portion en fait de l'écosystème qui est très active. Ouais. Et ce qui est encore plus frappant, c'est d'observer la croissance en volume, c'est-à-dire de nombre de solutions qui ont émergé, qui sont créées sur les 10 dernières années. Quand on regarde dans l'écosystème typiquement MarTech, qui est un écosystème du coup qui réunit toutes les solutions à destination du marketing, on réalise qu'en 2011, on avait 150 solutions référencées dans le monde, et en 2020, il y en avait 8000. D'accord. Donc c'est une croissance de plus de 5000% en l'espace de 9 ans, ce qui est considérable. Donc c'est exponentiel. Il y a alors différentes manières De l'expliquer, oui. Différentes manières d'expliquer cette croissance massive. La première, alors elle est assez évidente, elle est partagée sur ce plateau, c'est que les sociétés sont considérablement digitalisées ces dernières années, en utilisant notamment des solutions SaaS qui participent du coup à l'effort de productivité, d'efficacité du coup des différents métiers. Pour ne citer que quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Parce que les solutions SaaS sont plus simples à intégrer, qu'elles sont moins coûteuses aussi à développer. D'accord. Donc ça, c'est la première raison qui du coup explique cette croissance. Et deuxième phénomène qu'on a vu apparaître, et c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'on est passé dans les années 2010 à l'utilisation de suites all-in-one, donc de solutions qui regroupaient énormément de fonctionnalités, donc plutôt généralistes. Oui. On peut reconnaître, pour en citer quelques-unes, les solutions Adobe, les solutions SAP ou Microsoft. Donc des solutions qui apportent beaucoup de confort pour les retailers ou les commerçants, mais qui, du fait de leur généralité, manquent potentiellement d'hyperspécialisation. Ce qui a fait du coup que sur ces 10 dernières années, on a vu émerger ce qu'on appelle des solutions best of breed,
donc des solutions expertes sur différents sujets, qui a créé du coup au sein de différents écosystèmes technologiques, notamment Martech, des sous-écosystèmes. Donc ce qu'on voit à l'écran, c'est des bulles dans lesquelles du coup se sont spécialisés, engouffrés un très grand nombre de solutions, typiquement dans tout ce qui est advertising, social media, des solutions pour le CRM, pour accompagner le parcours client, pour la logistique. Donc on a en fait un florilège de solutions dans plein d'écosystèmes, ce qui génère, et c'est un peu le sujet du coup qui a fait émerger ces partenariats, une problématique, enfin en tout cas deux problématiques. Une du côté du retailer qui du coup a de plus en plus de solutions à gérer, de plus en plus finalement de possibles voilà. Et de difficultés à identifier aussi, j'imagine, les partenaires. Ce qui explique d'ailleurs la croissance qu'on peut voir là, sur l'écran de l'augmentation des solutions dans la data. Parce qu'effectivement, la data est comme au cœur du réacteur et doit du coup faire parler les différentes solutions les unes avec les autres. Et la deuxième problématique du côté du coup des acteurs technologiques, c'est le besoin de tirer son épingle du jeu dans un paysage qui est de plus en plus concurrentiel. C'est un peu marche ou crève, hein, je suis radical, mais donc ça a du coup fait émerger une nouvelle ère. Donc on est passé de la suite au best of breed, comme je viens de le dire. Et la nouvelle ère, c'est ce qu'on appelle le plateforme écosystème. D'accord. La nécessité du coup d'interconnecter les solutions. Je vais peut-être laisser Alexis étayer ce point. Allez. C'est vrai, on le dit, et l'exemple que tu prenais, Guillaume, est très bon. La data, notamment, est au cœur aujourd'hui d'un certain nombre de solutions, puisqu'elle vient nourrir les écosystèmes dans l'écosystème. Et donc, de manière assez simple et logique, on se rend bien compte que la data est au service de la publicité, elle est au service du marketing automation, elle est au service même du paiement parfois, pour venir personnaliser au travers d'un programme de fidélité un certain nombre de choses. Et donc, il y a une interconnexion qui est indispensable. Et donc cette interconnexion, elle passe par différentes étapes. En général, on va le voir et on va en discuter, on commence par un partenariat qui est business et puis on avance tout doucement vers un partenariat qui va devenir technologique. J'en parle juste après. Cette notion de plateforme écosystème, elle va avoir un enjeu qui est très fort, notamment aussi au service du retailer et de l'e-commerçant. C'est ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui sur ce mois du retail. Et donc on a vraiment un parti pris qui est très fort de la part des acteurs, qui est nous devons être au service de notre client final et lui trouver des solutions. Et donc, ce retailer, cet e-commerçant, il a aujourd'hui un problème qui est fort, c'est de plus en plus de solutions. Je ne sais pas laquelle choisir. De plus en plus de solutions qui me prospectent alors que je n'ai pas de projet sur ces thématiques-là. Et puis en face, on a des acteurs qui essayent de tirer leur épingle du jeu, mais qui n'ont pas toujours non plus la connexion qui va aller avec l'environnement technologique du retailer. Or, sauf sur la plateforme des one-to-one actuellement, puisqu'ils peuvent prendre rendez-vous. C'est une option, effectivement. Et donc, en tout cas, cette notion-là, elle a une importance qui est très forte, puisqu'elle va nécessiter aujourd'hui de se créer un environnement de partenariat qui va permettre ensuite de pouvoir partager de l'information, partager des enjeux, partager, pourquoi pas, des enjeux aussi technologiques et donc des rapprochements. On peut peut-être regarder le résultat du sondage avant d'avancer pour voir un petit peu quelle est la part des gens qui nous écoutent, qui font partie, qui ont mis en place un partenariat B2B. Est-ce qu'on a déjà les résultats du sondage ? Pas encore, on le découvrira tout à l'heure. Du coup, Alexis, ça me permet de te relancer sur les tendances que vous pouvez peut-être observer actuellement. Donc, j'ai commencé effectivement à l'introduire un petit peu. Généralement, on commence par un partenariat qui va être business. Pourquoi ? Parce qu'on commence à répondre ensemble à des problématiques du retailer ou de l'e-commerçant et on commence à y répondre avec des partenaires sur des sujets qu'on ne va pas couvrir, qui sont complémentaires aux nôtres, mais qu'on n'a pas encore traités fonctionnellement à l'intérieur de notre solution. Et donc, tout doucement, il y a un rapprochement qui s'opère entre des solutions et qui aboutit à un premier niveau de partenariat qu'on va appeler le co-selling. Le co-selling, c'est ni plus ni moins qu'un intérêt commun à se recommander, tout simplement. Ce qu'on va appeler de la recommandation d'affaires. Un commercial qui est dans un rendez-vous, qui entend parler d'un besoin qu'il ne couvre pas et qui, par des liens proches avec une autre structure, va la recommander auprès du retailer. On a un deuxième niveau qui est la possibilité de se dire ça se produit trop souvent et donc j'ai cette nécessité maintenant d'intégrer en tout cas la possibilité de pousser cette offre à l'intérieur de ma proposition commerciale. Et donc là, on est sur un partenariat de reselling. Je suis revendeur. Et puis du coup, autour de cette notion de business vient très souvent se greffer le marketing.
c'est assez logique. Quand on commence à faire des choses ensemble, on commence à discuter aussi de le faire savoir au plus grand nombre. Ouais. Et donc le co-marketing est en plein essor depuis maintenant quelques années, et on voit même des plateformes sortir sur ce sujet. Et le co-marketing, il va s'expliquer par des événements communs, il va s'expliquer par des mailings en commun, par des publicités communes, et donc on voit de plus en plus de choses émerger là-dessus. Une fois que le business est de plus en plus opérationnel, on a tout doucement un rapprochement qui va être technologique. Ouais. Et donc ce partenariat technologique, on était sur des discussions qui étaient entre commerciaux et il commence à basculer sur des discussions entre équipes produits. Et donc ce partenariat, il aboutit très souvent par une première connexion, par API pour les connaisseurs, une connexion qui est assez simple mais qui n'est pas encore vraiment native. Et puis il aboutit justement ensuite à une intégration qui est vraiment native où les deux solutions discutent. Et on va tout doucement aller proposer au retailer ou à l'e-commerçant une option qui est j'intègre ta solution à l'intérieur de la mienne pour qu'il puisse l'utiliser depuis une seule interface. Et en fait, c'est ça la notion de plateforme écosystème. C'est la possibilité de tout doucement aller proposer un gain de temps et une efficience beaucoup plus forte pour le retailer. Par rapport, pardon pour l'interruption encore, mais au profil des solutions que vous fédérez finalement au sein de Business First, est-ce que tout le monde peut faire partie du club, entre guillemets? Est-ce qu'il y a des critères précis qui vous permettent d'accepter tel ou tel fournisseur de solutions aujourd'hui? Comme One-to-One Monaco, on est assez sélectif, effectivement. C'est aussi ce qui nous rassemble et ce qui fait qu'on se ressemble. C'est qu'on veut toujours travailler avec les meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'effectivement, l'attente aussi des retailers et des e-commerçants, elle est sur des solutions qui vont répondre parfaitement à leurs problématiques et qui vont aussi donner un plaisir dans le quotidien au niveau de la collaboration. Et donc, non, tout le monde n'est pas éligible à une entrée au sein du Club Business First. On va avoir la nécessité d'avoir des sociétés qui ont une certaine maturité, une bonne image de marque, une équipe commerciale qui est suffisamment complète et efficace, de manière à pouvoir nourrir les échanges de manière régulière. D'accord. Donc c'est soumis à une vérification d'éligibilité. D'accord, ok. Il y a d'autres types de partenariats qui sont en cours ou qui sont possibles, pardon. Alors, on observe d'autres types de partenariats. On a notamment les partenariats de type marketplace. Donc, on va avoir des exemples comme le leader, par exemple, de l'un des leaders du CMS, qui est Shopify. Ça pourrait être aussi, on pourrait citer très bien un français, PrestaShop, quand même, c'est important. Ah oui. Et donc, ces solutions-là, elles vont avoir ce qu'on va appeler une librairie de partenaires qu'elle va proposer à ses clients. Et c'est ni plus ni moins que proposer à ses clients des connexions qui sont déjà disponibles et qui vont permettre aux clients de pouvoir avoir une solution de paiement, une solution de chat, une solution de recommandation produit, etc. Tout ça dans un seul écosystème qui est déjà disponible, prêt et activable. Okay. On pourrait aussi citer Salesforce, par exemple, qui est l'un des leaders dans le CRM et qui va permettre, via son App Exchange, de pouvoir connecter à un CRM une solution d'emailing, par exemple, ce qui est assez simple, et tout un tas d'autres solutions de signature électronique ou autre. Quelles sont les questions, et on pourrait d'ailleurs prendre celles des gens qui sont avec nous, de la communauté, qui sont le plus souvent posées? Est-ce que par exemple, on vous demande s'il n'y a pas un risque quelque part dans ce partage d'informations? Parce qu'on peut aussi imaginer qu'on défende son précaré et qu'on se dise qu'on a plus à perdre qu'à gagner, entre guillemets. Alors c'est tout l'inverse qu'on observe. Les sociétés en fait ont beaucoup plus à gagner qu'à perdre en partageant l'information. On le dit souvent, mais seul, c'est vrai qu'on va très vite, mais à plusieurs, vous allez beaucoup plus loin. Et c'est vraiment la philosophie, en tout cas le fil rouge qui nous a conduit à développer le club qui réunit du coup les meilleurs dans leur secteur. Et le but, c'est évidemment, comme l'a dit tout à l'heure Alexis, d'avancer en bonne intelligence, de commencer par mettre en place en fait des échanges entre commerciaux, entre équipes business, avant de pouvoir du coup confirmer l'intérêt de se rapprocher par des partenariats technologiques ou stratégiques, que ce soit de fusion-acquisition. Donc oui, les sociétés ont beaucoup plus à gagner. Et les autres questions qu'on doit se poser avant de mettre en place peut-être cette démarche, quelles sont-elles ? On va en parler juste après, mais en fait, effectivement, il y a une nécessité qui est importante, c'est de se dire, pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit sur des sociétés qui ont des vraies complémentarités d'un point de vue business, des sociétés qui ont aussi un même niveau de maturité et qui ont aussi, et surtout, un besoin de se rapprocher avec d'autres solutions. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui,
c'est que les différentes solutions qui vont mettre en place des partenariats, ce sont ceux qui ont compris que c'était un relais de croissance qui était fort. Comme l'a dit Guillaume, ensemble, on va aller beaucoup plus loin et on va proposer aux retailers ou à l'e-commerçant une expérience finale pour ces équipes qui est bien meilleure. Et on va aussi avoir des relais d'information qui vont être beaucoup plus forts. On en parlera dans un atelier un petit peu plus tard dans cette thématique. C'est ni plus ni moins que de se dire quel est aujourd'hui le bénéfice que j'ai à avoir des solutions qui discutent. Et ils sont nombreux. L'économie de temps, le fait que les prestataires s'alignent sur une vision qu'a le retailer ou qu'a l'e-commerçant, et puis aussi, effectivement, derrière, la nécessité de pouvoir avoir du cost-killing, en fin de compte aussi, au travers de ces mutualisations. Oui, bien sûr. Vous me disiez en préparant cet entretien que vous assistiez aujourd'hui à l'émergence d'une stack technologique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là pour quelqu'un qui est totalement néophyte comme moi sur ce vocabulaire Effectivement, on l'a dit, le partenariat, il est en plein essor. Et donc, forcément, quand il y a un marché qui croît, on a des solutions qui viennent se greffer sur ce marché. On a vu la vitesse à laquelle a évolué le marché de la Martech. Celui du channel, qui correspond au marché du partenariat, évolue tout aussi vite. Aujourd'hui, c'est un marché qui pèse 1 milliard et qui, dans 2 ans, doublera. Et donc, on a une estimation aujourd'hui qui est un marché qui fera un peu plus de 2 milliards à l'horizon 2023. Donc, on a des solutions dans ces stacks techno qui vont répondre à ces problématiques, telles que le CRM dédié au partenariat, qu'on appelle du PRM. Les solutions, au départ, quand elles vont devoir identifier est-ce qu'on a un intérêt à se rapprocher, elles vont aussi devoir identifier la base commune qu'elles ont au niveau client. Et donc, on parle de solutions d'account mapping. On va avoir aussi la nécessité d'avancer sur des sujets de co-marketing. On en a parlé un petit peu plus tôt aussi. Et donc, viennent se greffer tout un tas de solutions qui vont permettre aux sociétés qui décident de se rapprocher et de monter des partenariats d'avoir la bonne solution pour le faire de la meilleure possibilité possible. Vous l'avez dit, vous allez revenir chaque semaine et justement vous avez construit une espèce de programme éditorial pour raconter un petit peu plus concrètement ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Guillaume, qui va venir à vos côtés la semaine prochaine? On va avoir la chance en fait de faire venir 3 personnes, de profils différents, qui vont du coup pouvoir approfondir les différents points qu'on a vus ensemble aujourd'hui. La semaine prochaine, on accueillera en fait Christelle Alves Garcia, qui est aujourd'hui responsable des partenariats chez Miracle, qui est un éditeur que tout le monde doit connaître, leader sur la création du coup de marketplace, et qui va du coup partager son expertise, son expérience, puisqu'elle a plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de partenariats dans l'écosystème technologique, notamment via Rich5 avant Miracle. Et donc elle approfondira du coup la notion de pourquoi le partenariat est essentiel et devient du coup incontournable pour tous les acteurs technologiques. La fois d'après, du coup, le vendredi 19, si je ne me trompe pas, on accueillera Pascal Lanou, qui est actuellement CMO du groupe Skippers, qui inclut notamment Avis-Vérifier, qui est assez connu, et qui était en fait auparavant directeur digital et l'expérience utilisateur du groupe WeSNCF. Ouais. Donc, qui va du coup présenter la double problématique du côté des éditeurs et évidemment la problématique du côté des retailers et d'expliquer quels sont les avantages de ces partenariats pour les e-commerçants et les retailers. Donc ce sera le 19 mars. Et le 25 pour 25, la dernière. Ce sera du coup Inès Rekiek, qui est CRO de You Love Words, et qui expliquera comment mettre en place une stratégie de partenariat qui du coup génère de la valeur. Comment et combien du coup? Et pour la valeur. Et combien exactement? Quel est le ROI attendu et quelles sont du coup les différentes phases à construire entre le sourcing de partenaires, l'activation, leur animation et évidemment leur optimisation dans le temps. Ok, super, super programme. On se retrouve du coup la semaine prochaine. On a eu le résultat du sondage sur les partenariats B2B, donc 67%, 2 tiers de votes sur 3. La semaine prochaine, on espère que vous prendrez un peu plus part à ces sondages et que vous nous nourrirez aussi de vos questions. Merci à tous les deux. Merci Charlotte. Merci, je quitte le plateau avec vous et je vous laisse en très bonne compagnie puisque pour continuer cette première session du mois du retail, vous allez maintenant pouvoir être témoin de l'interview durable, un format que vous retrouverez également chaque semaine qui est animé par Majda Chaplin qu'on retrouve tout de suite sur ce plateau avec son invité.